Bienvenue pour cette nouvelle édition du Wrestling Rewind. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs, ça dépend à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Wrestling Rewind. Et oui, je sais, ne me jetez pas la pierre. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas d'édition du Rewind pendant deux mois, car j'étais parti en stage, mais évidemment, comme un peu tout le monde, même en stage, on a droit à des périodes de repos. Et là, comme je fais le pont, donc j'avais 4 jours à ma disposition pour faire une petite chronique ou faire une petite preview. Et j'ai décidé tout simplement de me faire plaisir en vous offrant cette petite preview de WWE Over the Limit, le prochain pay-per-view de la WWE qui sera diffusé ce dimanche. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je en profite en même temps de faire cette chronique pour tester mon nouveau micro parce que celui d'avant donc s'est cassé, il a rendu l'âme et donc j'en utilise un nouveau, beaucoup plus, on va dire professionnel. Et donc j'espère que ça va rendre un bon son. Hein, on va croiser les doigts et on va voir si vous ça vous plaît en tout cas niveau son. Quoi qu'il en soit, bienvenue. On va parler donc de WWE Over the Limit. Donc on le rappelle, il n'y a eu que 4 semaines entre WWE Extreme Rules, ou même 3, que je me trompe pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais 3 ou 4 semaines maximum entre WWE Extreme Rules et WWE Over the Limit. Donc c'est pour dire vraiment que ils ont eu que seulement 4 semaines pour travailler les rivalités, c'est vraiment très peu, mais on va y revenir après. Donc, euh, déjà, une petite remarque, imaginez, vous êtes quelqu'un, on va dire vous êtes américain et vous êtes quelqu'un qui reste dans la légalité. Si vous avez payé 35 euros, c'est le prix à peu près d'un pay-per-view aux États-Unis lorsque vous l'achetez légalement, vous avez payé 35 euros pour Extreme Rules et ensuite là vous repayez 35 euros pour Over the Limit, quand même c'est un peu abusé. Au niveau budget, ça fait 70 euros pour juste 6 heures de catch. Ça fait quand même un peu mal au cul, surtout qu'après vous pouvez pas regarder le pay-per-view hein, ou à moins de l'enregistrer. Donc aujourd'hui on va parler évidemment de WWE Over the Limit, on va faire la preview, donc on va analyser les matchs un par un, les possibilités, les chances de victoire. Vous pourrez notamment voir dans la boîte de description, après je vous invite à aller dans la boîte de description de YouTube et de découvrir les pourcentages de chances de victoire de chacun des participants. C'est plus facile de dire ça que de dire ouais un tel ou un tel va gagner parce que c'est un peu difficile des fois, c'est vraiment à peu de choses, donc c'est mieux avec des pourcentages. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ça fait que seulement 4 semaines. Je l'ai déjà dit, 4 semaines, c'est rien. Pour travailler un pay-per-view, c'est presque rien. 4 semaines, ça fait 4 Raw, 4 SmackDown, et encore, là, je crois même c'était peut-être 3 Raw et peut-être 3 SmackDown, si je me trompe pas. C'est vraiment peu, c'est vraiment très dur de travailler des rivalités. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que on va d'abord s'attarder sur le premier match, celui que j'attends avec impatience, et celui que tous les fans de l'indie attendent avec impatience, excusez-moi, le match pour le titre de champion de la WWE, CM Punk face à Daniel Bryan. Alors évidemment, moi j'attends beaucoup ce match tout d'abord parce que je suis fan de CM Punk à fond, mais aussi parce que il va affronter Daniel Bryan. Et donc pour ceux qui suivent l'Indie, évidemment tout le monde ne suit pas l'Indie, tout le monde n'a pas eu la chance de connaître l'histoire un peu des fédérations indépendantes comme la Ring of Honor ou la NOAH ou la Evolve et bien d'autres fédérations. Daniel Bryan et CM Punk ont une histoire commune bien avant la WWE. D'ailleurs, vous avez peut-être pu voir sur www.com, on a carrément sorti les photos qui avaient été prises lors d'un show de la Ring of Honor où les deux s'étaient affrontés. D'ailleurs, Ricky Steamboat, si vous voyez les photos, était l'arbitre spécial, si je ne me trompe pas et que je vous dis pas de bêtises. Donc, voilà, ils ont un peu d'histoire et c'est presque à se demander est-ce que ce match a vraiment besoin d'une rivalité. Donc, bon, il n'y a eu que 4 semaines, donc très difficile de mettre en marche une rivalité de qualité. Surtout, Punk sort d'une grosse rivalité avec Chris Jericho. Là, il rebondit un peu sur ses pattes avec Daniel Bryan. Donc, on se demandait, là, c'est quand même assez bien joué parce que finalement, Daniel Bryan et CM Punk, on est presque dans une situation où ils n'ont pas besoin de rivalité entre les deux. On a bien vu lors des derniers Raw, ils se sont fait juste des face-à-face psychologiques. Mais on dirait qu'il n'y a pas vraiment de face ou de heel dans ce match, surtout du côté de Daniel Bryan. On a l'impression que Daniel Bryan est en train de faire un face turn petit à petit. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, donc à part le petit élément déclencheur d'AJ en coulisses avec le petit segment, et encore CM Punk l'écart, donc ce qui fait que la seule possibilité scénaristique de croisement entre les deux hommes, qui était donc AJ, a été repoussée.
Donc on voit bien que finalement on va se retrouver avec juste un match de catch pur et simple. Et peut-être c'est ce que la WWE veut et ce que la WWE va nous offrir. Mais bon, ce qu'il faut savoir c'est que la WWE a toujours été très frileuse pour offrir 25 minutes de match de championnat depuis belle lurette. Hein. C'était avant que les matchs avaient autant de temps d'antenne. Et donc là, il faut espérer qu'on offrira CM Punk, Daniel Bryan sur un plateau d'argent avec 25 minutes. Mais bon, j'en doute quand même parce qu'on a l'impression que ce qu'on cherche à mettre plus en avant, c'est un match qui est, ma foi, totalement inintéressant. John Cena contre John Laurinaitis. Donc j'espère qu'on va leur offrir 25 minutes parce que, pas besoin de le répéter, mais évidemment, je le répète quand même pour vous faire chier. Daniel Bryan, CM Punk, si ces deux-là s'affrontent et qu'on leur offre 25 minutes, ça peut être un match facilement 4 étoiles. Et si, surtout s'ils ne sont pas limités, parce que j'ai jamais vu un mec comme Daniel Bryan autant limité à la WWE. C'est assez incroyable quand même qu'on bloque Daniel Bryan, je veux dire, et je me demande quand même comment ce mec peut accepter d'être limité à ce point. C'est assez étonnant parce que c'est un mec, on va dire, voilà, il est connu sur le circuit indépendant depuis bien longtemps. On va dire, c'est le best in the world des fédérations indie. Et bon, là, on va dire, il est arrivé dans un système, on va dire, entertainment où il n'a pas vraiment beaucoup on va dire, de possibilités catchesques. Hein. Vraiment, il n'a pas beaucoup de prises. Hein. Je pourrais les réciter sur mes 10 doigts de la main. Donc c'est vraiment triste. Donc j'espère que cette fois-ci la WWE va leur offrir quand même la possibilité d'élargir leurs possibilités catchesques. Je vais vous parler du John Cena John Laurinaitis. Ah, ce match. The match. Le match apparemment que la WWE veut mettre le plus en avant pendant cette soirée. Ah, ça m'attriste. Ça m'attriste, je veux dire, bon bah voilà, John Laurinaitis en ce moment assure très bien son rôle de heel. Mais j'ai trouvé que quand même la WWE s'était spoilée toute seule sur le résultat du match. Parce que donc, lorsque vous avez vu le dernier Raw, j'espère que vous l'avez vu en tout cas, euh, John Laurinaitis a donc licencié Big Show. Bon, bah, c'est pas si grave, hein. On sait bien que généralement les licenciements qui sont faits à la télévision, ça amène jamais à rien de concret. Il y a juste eu Jeff Hardy qui s'était fait virer une fois en live et encore, je sais même pas, il avait sûrement dû recevoir sa lettre de démission avant. Mais là, bon, voilà, on sait que c'est un work. Mais là, donc, on a donc Big Show licencié. Et plus tard dans la soirée, donc John Cena vient pour discuter avec John Laurinaitis et John Laurinaitis reçoit la condition pour son match face à John Cena ce dimanche qu'il n'y aura donc pas d'intervention extérieure, sinon le mec qui ferait l'intervention serait viré. Donc on pense tout de suite que si John Laurinaitis affronte John Cena en one-on-one, il n'y a aucune chance qu'il gagne. Ça c'est sûr. John Laurinaitis est trop vieux, John Cena est trop au taquet. C'est presque impossible que pour Big Johnny, de gagner. Donc forcément, personne ne veut perdre son emploi à la WWE, donc il faut prendre quelqu'un extérieur. Donc on a deux solutions. Ou Brock Lesnar revient, donc il avait dit I quit, donc sûrement que son contrat a été rompu, mais bon, en ce moment, comme il est plus en rivalité avec Triple H, on a laissé Brock Lesnar de côté. Donc la meilleure solution, c'est le Big Show. Voilà, c'est tout simple. Le Big Show pourrait faire un heel turn, revenir et s'en prendre à John Cena et offrir la victoire à John Laurinaitis. Parce que John Laurinaitis est tellement dans une pente ascendante au niveau de son personnage et au niveau de sa psychologie envers le public que je le vois mal perdre son emploi de general manager. Franchement, je le vois mal. Hein. Parce qu'en ce moment, il travaille tellement bien, il fait tellement bien réagir le public, il est tellement dégueulasse dans ses décisions que, bah en fait, je pense que ouais, il faut qu'il reste encore. Il faut qu'il reste encore General Manager. Après, pour John Cena, évidemment, une défaite, ça sera un coup dur, puisque bon, on va dire, bon, il a survécu au Rock malgré sa défaite, il a survécu à Brock Lesnar, donc, après cette victoire à Extreme Rules, et là, donc, il pourrait connaître un coup de frein en perdant face à John Laurinaitis. Même si, évidemment, c'est pas une très grosse décrédibilisation, surtout s'il y a quelqu'un qui intervient en la faveur de John Laurinaitis. Ça fait moins passer Cena pour un crétin s'il perd à cause d'interventions extérieures. Mais j'ai l'impression que la WWE, elle est repartie sur la facilité, c'est donc elle a arrêté cette espèce d'évolution du personnage de John Cena. J'en ai parlé dans mes anciennes chroniques review. Euh, donc à partir du début de la fun entre The Rock,
un an de cela, on a donc une évolution de John Cena. Donc John Cena a subi les pires sévices ces dernières semaines et ces derniers mois d'ailleurs. Donc après une défaite face au Rock, après évidemment s'être fait battre par Lord Tensai, après donc s'être fait exploser par Brock Lesnar, vous voyez. Donc euh, John Cena a subi une longue traversée du désert où il a pris cher de tous les côtés, dans tous les sens. Et là, il va subir encore, c'est vrai qu'il va encore subir une défaite, mais j'ai l'impression que cette rivalité, elle n'est pas assez encore assez grande pour John Cena. Je veux dire, c'est vrai qu'Over the Limit est après tout un pay-per-view de transition, hein, c'est pas vraiment un pay-per-view très important. Donc on pourrait dire c'est presque une rivalité de transition pour John Cena tout en restant quand même dans les hauts placés de la WWE parce qu'il affronte quand même John Laurinaitis. Mais bon, quand même, on a l'impression qu'on descend d'un niveau. Donc je pense qu'au niveau intensité et évolution du personnage, il y a un petit coup de frein pour John Cena. On a l'impression qu'il revient à sa base de super-héros qui va tout défoncer lors des pay-per-view et lors des shows. C'est un peu dommage. Mais ça n'empêche que bon, ça reste quand même un match intéressant, mais qui sera sûrement pas 4 étoiles. Ah ça non, impossible. Ça sera peut-être un 3 étoiles et encore si le match est rondement mené. Mais j'espère encore une fois que le CM Punk Daniel Bryan sera en main event et pas ce match-là. Je croise les doigts en tout cas. On va enchaîner ensuite avec donc le World Heavyweight Championship match en Fatal 4-Way. Donc il y aura Randy Orton, Alberto Del Rio, Sheamus et donc que j'oublie pas le dernier, Chris Jericho, donc le plus important. Donc Sheamus va conserver son titre pour moi. Donc pour ce qui est des résultats, donc je vois John Laurinaitis gagnant et CM Punk gagnant au niveau pourcentage. Pour ce qui est du titre poids lourd, donc j'hésite entre deux choix. Donc je vois bien soit Sheamus conserver ou soit Chris Jericho remporter le titre. Parce que je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas. Mais sur www.com, la WWE a mis en ligne un petit dossier sur le fait que, et c'est une question interrogative, est-ce que ça pourrait être le dernier match de Chris Jericho s'il ne venait pas à gagner ce Fatal 4-Way. Donc c'est vrai que Chris Jericho a fait tout un ramdam avec ses vidéos, Best in the World, il a affronté CM Punk, finalement il n'a pas remporté de titre. Et on a l'impression que là on lui donne, c'est un peu sa dernière chance ce Fatal 4-Way et après il va partir. Donc c'est double face pour Chris Jericho. Ou il a de la chance et c'est tout pour le tout et il remporte le titre. Mais ça serait quand même assez étonnant. Ou alors soit donc il perd et il quitte pour quelques mois la WWE pour enchaîner avec sa tournée avec Fauzi. Parce qu'on le rappelle, dans l'année, Chris Jericho aura des tournées musicales avec son groupe de rock. Et donc je pense que la WWE adapte. Donc je vois plus Sheamus conserver les titres et après rentrer en feud avec Randy Orton. Donc vous avez bien vu, euh, Randy Orton et Sheamus depuis les derniers Raw et le dernier SmackDown ont une espèce de petite rivalité, ça se chatouille un peu, on a l'impression qu'Alberto Del Rio et Chris Jericho sont mis de côté. Donc je pense que vraiment il va y avoir un élément scénaristique pendant le match qui va faire que la feud entre Sheamus et Randy Orton va continuer. Peut-être que Randy Orton pourrait tout simplement remporter le titre, comme ça on continue facilement après sur le rematch entre Randy Orton et Sheamus à No Way Out. Mais bon, je préférerais voir Sheamus conserver histoire de le crédibiliser. D'ailleurs, c'est une des limites d'Over the Limit, déjà, là, parce que le pay-per-view en a, évidemment. Donc, c'est d'abord, il a peu de matchs annoncés. Donc, on va analyser les trois autres matchs qui ont été annoncés, dont un qui ne sera que le pré-show, donc qui ne sera présenté que 30 minutes en avance. Donc, on a le WWE Tag Team Championship en plus et le WWE Divas Championship match en plus aussi. Donc on n'a que 5 matchs en gros d'annoncer pour le pay-per-view de 3 heures. Ce qui fait que j'ai peur que pour combler les trous, on fasse des segments qui ne servent à rien, comme Extreme Rules, ou WrestleMania d'ailleurs. Non, pas WrestleMania, Extreme Rules avec genre Ryback et Brodus Clay. Et là j'ai peur que ça fasse encore la même chose avec Over the Limit. Alors que je me dis, ça pourrait être tellement plus simple pour la WWE de faire un match pour le titre des États-Unis et un match pour le titre intercontinental. C'est vrai qui a envie de voir un squash de Ryback ou un squash de Lord Tensai ou de Brodus Clay? Franchement, personne.
personne. C'est mieux de voir Santino Marella conserver son titre face au Miz ou une autre superstar de Raw, et voir qui est champion intercontinental, que je me gourre pas, bah Cody Rhodes, ou voir Cody Rhodes conserver son titre face à n'importe qui, je sais pas, c'est beaucoup mieux, ça a beaucoup plus de gueule et ça a le temps de crédibiliser un peu les champions, surtout qu'on est dans un pay-per-view de transition, donc on va dire les enjeux sont pas aussi énormes que des gros pay-per-view où on attend vraiment du très lourd. Donc là, autant les faire catcher et autant leur offrir du temps d'antenne. On va revenir d'ailleurs sur le pré-show. Donc pour vous rappeler, la WWE comme à WWE Extreme Rules avec Santino Marella et The Miz en pré-show. Donc là, on va encore avoir un pré-show avec Kane face à Zack Ryder. Donc c'est bien, un petit match sympa, une rivalité de longue date entre Zack Ryder et Kane. Est-ce que ça va se terminer pendant ce pré-show? Je suppose, puisque bon, la fun est un peu en quelque sorte terminée et je pense que ce match va être le grand final avec peut-être une victoire, je pense, de Kane, parce que bon, Zack Ryder est quand même dans une pente descendante, hein. Il a beaucoup perdu depuis sa période à WWE TLC lorsqu'il avait remporté le titre des États-Unis. Il est dans une pente descendante et je pense pas qu'il va encore remonter la pente tout de suite. Donc je vois plus une victoire de Kane, ouais. Mais bon, de toute façon, c'est le pré-show, on s'en fout un peu. On va donc enchaîner avec le match pour les WWE Tag Team Championship, Kofi Kingston et R-Truth, une équipe que j'aime beaucoup parce que donc évidemment il y a R-Truth, un homme que j'apprécie énormément, très bon micro, et donc ils vont affronter Jack Swagger et Dolph Ziggler, et j'ai envie de prendre un risque en donnant la victoire à Jack Swagger et Dolph Ziggler. J'hésite beaucoup, hein. C'est presque 50-50 parce que bon, c'est vrai que Kofi et R-Truth ont gagné les titres il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'ils les perdent. Mais quand même, Jack Swagger et Dolph Ziggler, ils piétinent tellement en ce moment à la WWE. Ils piétinent tellement. Et la division tag team piétine tellement, surtout au niveau des champions. Enfin, tout ce qui concerne, tout ce qui englobe l'univers des champions. Tout ce qui est challenger, adversaire pendant les shows, les Raw et les SmackDown. Ça navigue tellement que je vois bien la WWE installer une rivalité pour quelques semaines, donc avec une victoire de Jack Swagger et Dolph Ziggler pour les titres, afin de développer une petite rivalité autour des deux et donc avoir un match quand même assez consistant pour les prochains pay-per-view à venir. Surtout qu'on va dire No Way Out est pas un pay-per-view si important. Je pense que Money in the Bank, maintenant avec le prestige qu'il a, va plus ressembler à un espèce de SummerSlam, mais en moins fort évidemment, mais beaucoup plus important que No Way Out. Donc on va avoir un espèce de deux pay-per-view de transition, comme l'année dernière d'ailleurs, avec Over the Limit et Capital Punishment. Là, on a Over the Limit et, No Way Out. Donc, je pense que on pourrait facilement avoir une petite rivalité sympa entre Jack Swagger et Dolph Ziggler face à Kofi Kingston et R-Truth. Donc, ça sera 50-50. Mais je dirais 55% pour l'équipe de Swagger et Ziggler et 45% pour Kofi Kingston et R-Truth. Mais c'est vrai que c'est quand même très très serré. Et on termine avec le dernier match, le titre pour le titre Diva. Donc forcément le match qui m'intéresse le moins et qui sûrement intéresse le moins le public. Donc Layla, la championne des Divas, va remettre en jeu son titre, donc une rivalité... bon, encore pas de rivalité, hein, après tout. On va faire quand même un petit rappel. Donc Beth Phoenix, à cause d'une blessure, perdait son titre au profit de Nikki Bella. Layla faisait son retour lors de WWE Extreme Rules, perdait son titre au profit de Layla, et donc là, Beth Phoenix veut récupérer son bien. Bon, voilà. Point final, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça va être encore un match de 5 minutes, même pas, et encore 5 minutes, je suis gentil. Ça va être encore un match torché. Voilà. Y a rien à dire de plus, hein. Je sais même pas si ces filles elles sont talentueuses ou si. Parce que bon, vous avez toujours des stars de la WWE qui viennent de fédérations indie. Donc, par exemple, vous savez que Daniel Bryan, CM Punk et d'autres valent quelque chose. Ils ont été en indie, ils ont appris des choses, ils ont été entraînés. Que par exemple, on prend une superstar comme le Miz, par exemple. Le mec vient de la télé-réalité, le mec vient même pas de ring, ring de fédération indépendante. Non, le mec il est arrivé directement à la WWE sans on va dire une once d'expérience. Il est, voilà, enfin, on sait même pas si les filles ici, dans ce cas présent, valent vraiment quelque chose.
elles viennent, je crois, si je me trompe pas, je préfère pas te dire de bêtises, mais on sait jamais. Je crois elles viennent même pas de fédérations indépendantes, ces filles-là, ou du moins elles ont pas une grosse fédération indépendante, elles sont restées, on va dire, enfermées dans le truc WWE et rien que le truc WWE. Donc bon, voilà, c'est toujours des matchs mauvais, c'est toujours des... En plus, les filles, pour dire, elles savent même pas se balancer dans les cordes. Kelly Kelly, par exemple, ne sait pas se balancer dans les cordes. Vous le verrez bien lors des prochains Raw, elle ne sait pas se balancer dans les cordes. C'est une honte, c'est n'importe quoi. Bon, je sais, je suis méchant avec les filles, mais je suis un peu juste quand même. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette preview. Donc, un pay-per-view qui s'annonce bon. Donc, en très bon match, on peut évidemment espérer voir un très bon match pour le Fatal 4-Way, pour le CM Punk Daniel Bryan et pour les titres par équipe. En espérant qu'on n'aura pas de squash. En tout cas, cette preview de WWE Over the Limit, elle est terminée. J'essaierai évidemment de faire la review juste après la diffusion du pay-per-view. Je vais faire de mon maximum pour vous l'offrir. Quoi qu'il en soit, cette édition est terminée. Surtout, n'hésitez pas à liker ma page Facebook, à liker cette vidéo, à la partager, à inviter vos amis à aimer ma page, tout ça, donc afin de me soutenir. Et en tout cas, je voulais vous remercier encore parce que, on va dire que pour l'instant, le Wrestling Rewind connaît un certain succès. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Wrestling Rewind. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Évidemment, on ne peut pas être d'accord sur tous les points. Moi, je n'expose que mon avis. Vous pouvez être d'accord ou en désaccord. C'est la vie, hein. Donc, je vous laisse sur cette petite édition du Wrestling Rewind. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, on se dit à la prochaine et peut-être à lundi. Salut et vive le catch!